Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de nous rejoindre et tout de suite c'est l'histoire des Juifs de France. Et oui, votre rendez-vous histoire, merci de votre fidélité. Et vous le savez, c'est toujours avec la complicité de Christophe Dard. Et avec Christophe, nous sommes toujours au cœur de notre grand dossier consacré à la résistance juive pendant la Shoah. Nous allons plus précisément évoquer aujourd'hui les derniers mois du réseau Marcel, mis en place au début de l'année 1943 à Nice par Moussa Abadi et Odette Rosenstock, qui deviennent respectivement Monsieur Marcel et Sylvie Delattre. Et ce réseau devient très important, Christophe, lorsque les nazis envahissent la zone d'occupation italienne. Nous sommes en septembre 1943. Les rafles et les déportations se multiplient alors sur Nice et sa région. Et le réseau Marcel se met en place grâce aux autorités catholiques, notamment autour de l'évêque de Nice, Paul Raymond, pourtant partisan du régime de Vichy, ami du maréchal Pétain, avec lequel il avait combattu dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Mais sauvetage des enfants défendu par Abadi le convainc de s'engager. Paul Raymond ne va pas faire les choses à moitié. Il ouvre des pensionnats catholiques dans son diocèse. Un bureau de l'évêché est mis à la disposition d'Abadi qui se présente comme un inspecteur de l'enseignement catholique. Cela lui permet d'accéder aux couvents, monastères et établissements dotés d'un internat et dans lesquels des enfants juifs sont cachés. Sa compagne Odette occupe, elle, le rôle d'assistante sociale au sein du réseau qui fabrique de faux papiers et des fausses cartes d'alimentation. Des enfants juifs parviennent ainsi à passer en Suisse, mais à partir de la fin de l'année 1943, l'étau se resserre sur le réseau Marcel. Oui, exactement. Huguette Val, assistante sociale au sein du réseau, est arrêtée en novembre de cette année-là par la Gestapo. Elle transportait des habits pour des enfants cachés au moment de son arrestation. Transférée à Drancy, Huguette Val est déportée par le convoi numéro 62 vers Auschwitz, le convoi qui comprend de nombreux enfants. Huguette ne veut pas en être séparée. Elle est assassinée à son arrivée dans le camp. Elle avait 29 ans. Comme Huguette, Odette Rosenstock se déplace souvent, elle, pour rendre visite aux enfants, alors que sa mère et sa sœur avaient été arrêtées en septembre 1943 et assassinées à Auschwitz. Elle est arrêtée à son tour le 25 avril 1944 à Nice. Exactement, et donc torturée par la Gestapo. Elle garde le silence sur les activités du réseau. Elle est déportée à Auschwitz où elle échappe à la mort car elle est médecin, donc elle est réquisitionnée comme telle. Et puis elle est ensuite transférée à Bergen-Belsen où elle contracte le typhus. Lorsque d'ailleurs ce camp de Bergen-Belsen est libéré par les Anglais en avril 1945, Odette est rapatriée et retrouve Moussa Abadi à Nice. Entre-temps, justement, la Côte d'Azur a été libérée et Moussa Abadi, comme un joli pied de nez, on peut dire, à l'histoire, a installé son bureau à l'emplacement même du commissariat aux questions juives, avenue Victoria à Nice. Et c'est là donc que les parents viennent rechercher leurs enfants. Et si aucune famille ne vient les chercher, les enfants orphelins sont confiés à l'OSE. Au total, le réseau Marcel a sauvé 527 enfants juifs. Au sein de l'équipe de sauvetage du réseau Marcel, qui compte une quarantaine de personnes, on compte par ailleurs 9 morts, dont 8 assassinés en déportation. Et le titre de Juste parmi les nations a été décerné au nom de l'État d'Israël par le mémorial de Yad Vashem à Paul Raymond, évêque de Nice, et puis aussi également aux membres des réseaux de son diocèse qui ont aidé justement à cacher les enfants juifs donc pendant cette période à Nice et dans sa région, ainsi qu'aux 2 pasteurs aussi, on les avait évoqués, qui ont également été actifs et qui ont aidé le réseau et leurs familles. Après-guerre, Moussa Abadi et Odette Rosenstock remontent à Paris. Odette devient médecin inspecteur vacataire des écoles du 12e arrondissement de Paris. Elle exerce ensuite des fonctions de médecin-chef au laboratoire d'hygiène de la capitale. De son côté, Moussa Abadi, toujours un passionné de théâtre, c'est vraiment sa grande passion, anime des entretiens justement autour du théâtre sur Radio France Internationale. Odette et Moussa se marient civilement en 1959 et c'est le rabbin Daniel Fari qui les unira religieusement 30 ans plus tard en 1989. Auteur de plusieurs ouvrages dont La Reine et le Calligraphe, qui reçoit le Grand Prix de la Nouvelle de l'Académie française en 1994 et qui sera traduit en hébreu. Moussa Abadi meurt en 1997 à l'âge de 89 ans. Odette Rosenstock, elle de son côté, qui a quand même attendu 50 ans pour écrire sur ce qu'elle avait vécu dans les camps, dans l'ouvrage Terre de détresse publié en 1995, met fin à ses jours 2 ans après la mort de son mari en 1999. Et une place Moussa et Odette Abadi se trouve justement dans le 12e arrondissement de Paris. Une stèle en hommage au couple a même été inaugurée en 2017 à Nice. Aux côtés des organisations, des mouvements et des réseaux engagés dans le sauvetage des Juifs, en particulier des enfants, il faut aussi parler par ailleurs, Christophe, des rabbins aumôniers proposés qui ont eu, malgré de faibles moyens, un rôle précieux dans la résistance. Oui, exactement. Et plus précisément, l'un d'eux, il y en a évidemment
certains, mais le plus connu, c'est un petit peu la tête pensante, c'est René Hirschler. Il est né à Marseille en 1905 et il est nommé grand rabbin de Mulhouse à seulement 23 ans. Et oui, du coup, c'était évidemment l'un des plus jeunes, si ce n'est même le plus jeune de France à l'époque. Puis de Strasbourg en 1939, à tout juste 34 ans. En février 1942, Hirschler est nommé aumônier général des camps de la zone sud par le grand rabbinat de France et donc officiellement habilité par les autorités de Vichy à pénétrer en zone dite libre. Et on peut le dire, il se démène sur tous les fronts. À Marseille, il constitue la commission centrale des œuvres. À Grenoble, il est parmi les fondateurs du centre de documentation juive fondé par le rabbin Isaac Nerson qui avait quitté la Russie en 1920 pour s'installer en France. Et à Montpellier, Hirschler réunit les représentants des aumôneries catholiques et protestantes et il fait tout pour maintenir avec le grand rabbin du Haut-Rhin les institutions religieuses du judaïsme alsacien qui ont été déplacées en zone dite libre à Périgueux en Dordogne. Il passe aussi beaucoup de temps à négocier auprès des autorités vichysoises. En tant qu'aumônier général des camps de la zone sud, Hirschler met en place un réseau d'assistantes sociales pour mettre en place une assistance matérielle, administrative, morale et aussi religieuse. En juin 1943, il réussit à faire transférer des camps du sud de la France 450 vieillards juifs allemands dans des hospices, ce qui leur permet d'échapper à la déportation. Hirschler se rend partout dans la zone sud et parallèlement, son épouse Simone Lévy et les autres aumôniers mettent en place une chaîne de solidarité qui consiste à obtenir pour les prisonniers des colis alimentaires, de faux papiers d'identité et également surtout des lieux de refuge pour les internés libérés ou évadés. Hirschler qui est également un résistant, il réussit à faire évader à la fin de l'année 1941 des officiers anglais, 10 au total, des officiers parachutés en France et incarcérés à Périgueux. Et parmi les aumôniers qui travaillent avec René Hirschler, René Capel également, de son vrai nom Sami Kapelowitz. Il va avoir un rôle important, grand rabbin de Belfort dans les années 1930, puis de Mulhouse à partir de 1939. Il est membre, lui, de l'armée juive et recrute de futurs combattants. Oui, l'armée juive dont on parlera très bientôt. Entre novembre 1940 et juillet 1942, Capel et Hirschler réussissent à faire libérer 2000 internés du camp de Gurs dans les Pyrénées, prévenus des déportations d'août 1942, cette grande vague de rafles qui a lieu ce mois-là. Eh bien, Capel et Hirschler ensemble font sortir les enfants et les cachent chez des particuliers et dans des institutions. Aumônier général de l'organisation juive de combat, aumônier régional de la jeunesse israélite à Grenoble, Capel est arrêté à 2 reprises. Les 2 fois, il réussit à s'en sortir, mais à l'été 1944, il est à nouveau arrêté et déporté. Et une nouvelle fois, eh bien, il va échapper au pire et s'évader en sautant du convoi qui prend la direction d'Auschwitz. René Hirschler n'aura hélas pas cette chance. Il est arrêté avec son épouse en décembre 1943 à Marseille par la Gestapo. Ils sont tous les 2 déportés quelques semaines plus tard à Auschwitz. Oui, entre-temps, c'est le rabbin Henri Chili qui accepte de reprendre cette charge d'aumônier général des camps. Mais comme Hirschler, il n'a pas l'intention évidemment de faire autrement que son prédécesseur. Il souhaite tout faire en profitant donc de ce rôle pour sauver les Juifs des camps d'internement, les faire libérer vers des zones moins dangereuses ou du moins améliorer leur quotidien. Eh bien, merci beaucoup Christophe, en tout cas de leur avoir rendu hommage et pour ce numéro donc de l'histoire des Juifs de France, un nouveau chapitre de la série consacrée à la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale.